Bienvenue dans le Cloud Streamer, podcast qui navigue parmi les nuages. Je suis très content aujourd'hui. Je suis avec tout d'abord mon compère de toujours. Bonjour Monsieur Jérôme Blanc. Bonjour l'ami et bonjour tout le monde. Et je suis avec un invité aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on est toujours des invités, mais aujourd'hui on est avec un invité qui s'appelle Monsieur Laurent Doguin. Bonjour Monsieur Laurent. Bonjour, super content d'être là. Et moi aussi je suis bien content de te recevoir. Alors, qui est Laurent? Je vais laisser se présenter un petit peu après, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Mais qui est Laurent? Laurent travaille pour... Et non, c'est pas CoachDB, pas Coachbase. Bah si, c'est Coachbase. Bref, Laurent travaille pour Coachbase, qui est donc une base de données assez reconnue. Et vous me direz, mais attention, c'est pas un cloud provider, qu'est-ce que tu as invité, patati et patata. En fait, c'est parce que dans les usages de tous les jours, les usages de web, de l'IT, enfin, le cloud est un grand usage de l'IT, et l'ADB est un autre usage de l'IT, du cloud, du web, et plus encore. Et donc, ces usages, bah, on peut en parler, que ce soit l'intégration, que ce soit le FinOps, que ce soit la DB, que ce soit le MapReduce, que ce soit l'IA. On a tous des usages dans le cloud ou on-premise. Et moi qui suis un développeur, j'ai pas envie de vous dire à l'ancienne, mais on va dire que j'ai pas mal d'années d'expérience, je suis resté un petit peu bloqué sur les bases de données dites SQL, très structurées, avec leurs colonnes et leurs tables. Et aujourd'hui, bah, on a des DB différentes, on a des DB modernes, on a des DB qui sont scalables, qui sont plus faits pour le cloud. Et bah, moi, mes applications, je les fais toujours sur une SQL classique. Et donc, bah, j'ai pas beaucoup évolué. Et j'ai besoin de poser des questions à un expert. Et c'est pour ça que je vous ai donc invité Laurent, parce que je vais lui poser plein de questions sur qu'est-ce que c'est qu'une DB moderne, c'est quoi son entreprise, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, et plus encore. Et bah, avant de commencer l'interview et de le bombarder de questions, j'ai juste une petite question. Est-ce que tu peux te présenter par toi-même, Laurent, s'il te plaît? Succinctement, Euh, si possible. je peux le faire. Voilà. C'est Tu tout. m'as demandé si Merci. tu m'as demandé si je pouvais le faire. À la prochaine. Non, Je très bien, m'appelle, je te remercie. voilà, je m'appelle Laurent Doguin, je travaille chez Couchbase. Avant, j'ai fait plein de trucs. J'ai commencé chez Nuxo, petit éditeur logiciel. À l'époque, on était moins de 50. Maintenant, Nuxo, ça appartient à une grosse boîte qui s'appelle Island. Donc, ça a été un éditeur français qui a réussi. On faisait de l'enterprise content management. C'est pas le truc le plus sexy de la Terre, de l'ECM. Je pense que c'est le truc le moins sexy après le reporting, quand même, parce que le reporting, c'est chiant. Euh, je croisais souvent les mecs de Burt à l'époque en conférence et ils étaient assez d'accord avec moi sur le sujet. Moi, j'étais core dev, voilà, grosse plateforme Java. À l'époque, on fait de l'OSGI, du Java, des trucs rigolos. Et, euh, et petit à petit, c'était un projet open source, produit open source, éditeur open source, modèle open core traditionnel. Pas de cloud puisqu'on est en 2007, 2008. C'est pas le business model. Le business model, c'est le support. Et donc une communauté, donc faut trouver des gens pour animer les communautés. Moi, j'étais un peu extraverti, comme on dit, outgoing, comme ils disent. Et du coup, on m'a proposé ce job au début à mi-temps, et puis c'est devenu un job à plein temps. J'en ai fait ça un job à plein temps, puis après j'ai été récupéré par une boîte qui s'appelle Couchbase. 2014 à 2017, j'ai fait développeur advocate là-bas. Puis après, je me suis barré chez Clever Cloud, que vous connaissez probablement, puisque c'est un cloud français où j'ai fait 4 ans de DevRel aussi. Et puis, entre-temps, j'ai fait deux, trois conneries. J'ai monté une brasserie qui s'appelle La Marmotte Masquée, en vente à Paris. À Saint-Pierre-Chartreux, si vous passez à côté, très beau sentier de randonnée. Et j'ai rejoint Couchbase après pour gérer toute l'équipe DevRel chez Couchbase. Et nous sommes maintenant en 2024 et toujours chez Couchbase. Et je m'amuse bien. Voilà. D'accord. Et tu t'as dit que tu étais développeur core chez Couchbase Chez il y a Nixo. des années. C'est une Chez chose. Nixo, le D'accord. premier job. Mon premier job, c'était vraiment engineering pur et dur. Moi, voilà, c'est une plateforme extensible écrite en Java, en XML. Je faisais à l'époque beaucoup, je jouais avec PostgreSQL et avec Compass qui est un des premiers wrappeurs Lucene, qui était géré Ouais. par Shep Anon, qui a plus tard fondé Elastic. Voilà, je suis parti de Nuxeo au moment où on commençait à intégrer dans Nuxeo d'autres DB. On avait MySQL, on avait Postgres. Tout de suite, un amour très fort pour Postgres pour un tas de raisons qu'on peut évoquer après si vous voulez. Et
Ensuite, on a ajouté Mongo plus pour des raisons de traction marketing et on a ajouté le support d'Elastic parce que bon, quand même, le full text d'Elastic par rapport à Postgres. Je veux dire, Postgres c'est bien, mais nous, c'était de la gestion documentaire. On avait besoin d'un truc un peu sérieux. Ouais. Nos clients avaient besoin d'un truc un peu sérieux. Beaucoup de recherches par facette et de choses comme ça. Tout c'était customisable. C'est toujours un très joli produit, très intéressant. Et voilà. Core team là-dessus et petit à petit, plus Ok, développeur évangéliste. très bien. Plus de Je te remercie. Donc, si je dois résumer, tu as un profil très technique à la base. Et Ouais. vu que dans cette masse d'informaticiens, tu t'avères être parmi les plus sociables, C'est ça. mais tu C'est t'es dit parce que tu que pouvais parler au moldu. Alors, ça, c'est encore un autre truc. Hein. Alors, il se trouve que j'arrive à le faire de temps en temps. Je peux vous faire l'explication KHBase pour Moldu après. Mais non, bah, mon taf, c'est vraiment développer en marketing. Donc, c'est pas que parler au Moldu, c'est parler à des gens, en particulier les gens techniques, qui ont besoin d'autres gens. Tu vends pas un produit technique comme quand tu vends de la lessive. Quoi. Je veux dire, à un moment Mm. donné, le lave 2 fois plus blanc ou le bat 2 fois plus vite, c'est bien gentil, mais voilà. Quoi. Mais sinon, ça résout des vrais problèmes. Oui, Vraie tout à question. fait. Tout à fait. Et Coachbase, ça, tu les as rejoints quand ils étaient au début du projet, quand ils étaient avancés. Ça, à quel Alors, moment est-ce que on a en tu es arrivé là-dessus? 2014, Cashbase, c'est date de 2010. À la base, Cashbase, c'est un mergeur de 2 boîtes. C'est un mergeur d'une des boîtes commerciales de CashDB, Apache CashDB, et de la boîte commerciale derrière Membase. Et donc, les 2 boîtes et produits ont mergé pour donner Cashbase. Mm. On était dans le monde, je sais plus où on était à l'époque, mais je crois qu'on était 80, 90 par là. Et maintenant, on est un petit millier, un peu moins. Maintenant, boîte D'accord. publique, cotée en bourse. Tu sais, de toute cette génération de DB 2008-2010 par là, il y en a 3 qui ont fait une IPO, donc qui sont rentrés en bourse. Euh, ce qui est souvent l'objectif des startups, puisque évidemment, souvent quand tu montes une startup à l'américaine, tu demandes de l'argent à des gens, et puis les gens ils disent après j'aimerais bien le récupérer. Donc l'objectif c'est quand même de faire une entrée en bourse. Et dans ces boîtes-là, c'était globalement MongoDB, Elastic et Couchbase. Et donc nous on a fait notre IPO en 2020, 20 ou 21, je ne sais plus. Euh, voilà. Ok. Et t'aimes bien, toi, cette boîte? Bien, merci. Bah, écoute, j'y suis retourné, donc c'est probablement que c'est bien. Je suis ce qu'on appelle un boomerang, puisqu'effectivement, en 2017, alors, je croisais les gars de Clever régulièrement, les gens de Clever régulièrement pendant mes années de conférences Couchbase, parce que j'étais développeur avocat, donc j'étais vraiment beaucoup sur le terrain. On écrivait beaucoup de contenu et on donnait beaucoup de conférences. J'ai pas mal tourné à ce moment-là. Et, euh, Et pourquoi je disais ça? Ah oui, donc je suis parti parce que Couchbase à l'époque ne parlait pas beaucoup aux développeurs, on parlait beaucoup aux ops et aux DBA. Moi, j'étais Mhm. développeur advocate, je comprenais pas trop le délire de parler à des DBA. Je sais faire, hein, j'aime bien, y a pas de problème. Mais moi, je voulais parler aux gens qui construisent des apps. Je voulais pas parler aux gens qui maintiennent des DB en prod. Du coup, je suis parti chez un plateforme as a service, parce que là, plateforme as a service, globalement, l'intérêt, c'est de parler directement aux devs. Euh, et c'était assez cool. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé chez Clever. Et ensuite, chez Clever, au bout d'un moment, je suis reparti chez Couchbase parce que j'en ai un peu marre de Clever. Et du coup, j'ai passé 1 an à faire des conneries, et donc la marmotte masquée et tout ça, la bière. Et tous les ans, je croisais Jimmy. Jimmy, c'est je dis c'est mon digital native sales. Ouh. Jimmy Laroche, c'est un commercial Couch que j'ai rencontré quand j'étais chez Couch la première fois, qui est rentré en bas de l'échelle et qui maintenant est Enterprise Sales. Donc tu vois, il a fait un peu tout le processus. Parce que Couchbase, c'est une boîte qui prend soin des gens et qui fait monter les gens. C'est assez cool et qui du coup n'est pas fermé au retour des gens. Mm. Et Jimmy, tu vois, comme il était SDR au début, donc les SDR, hein, c'est les gens qui se tapent les calls au début de carrière de sales, qui doivent attraper des rendez-vous pour les commerciaux. C'est un boulot qui est pas simple, c'est même assez compliqué. Mais par contre, c'est un entraînement incroyable parce que quand tu appelles les gens, il faut pas que tu les emmerdes trop longtemps, il faut que tu sois le plus efficace possible, il faut que tu leur dises voilà ce que j'ai à vous apprendre ou à vous montrer ou à vous expliquer. Ouais. Euh, et c'est vraiment un chemin d'apprentissage incroyable. Et moi, c'est les gens avec qui j'aime beaucoup travailler puisque ils ont compris que c'était une affaire de développeur en fait, de l'adoption d'une base de données par exemple.
ils ont compris que c'est des interlocuteurs très intéressants pour eux et ils continuent à le mettre en avant, donc ça c'est top. Et Jimmy, je le Ouais. croisais tous les ans en conférence. C'est quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens pendant 1 an et demi, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et puis un jour j'ai craqué parce qu'on avait un nouveau CMO qui est rentré, donc Chief Marketing Officer, donc le monsieur, le patron du marketing, il venait de chez Docker, il s'appelle John Cressa et Jimmy m'a dit faut absolument que tu parles à John et à William, ils sont cool, ils viennent de Docker, ils ont compris que c'est une histoire de dev et tout machin. Moi j'étais là genre quand même, c'était pas trop le cas avant. Bon, bah, il faut quelques années pour changer la culture d'une boîte. Hein. La transformation, c'est un sujet compliqué. Je pense que dans le cloud, on le sait bien. Dans le DevOps, on le sait bien. Le DevRel, c'est un peu de la culture, c'est beaucoup de la culture aussi. C'est beaucoup de la transformation aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'approche. Mm. Et c'est comme ça que j'ai dit, OK, vas-y, je vais parler au nouveau. Et c'est comme ça que je suis revenu. Oui. Du coup, oui, tu l'as bien aimé, cette entreprise, et tu l'aimes bien. Ouais, il y a Ouais, ça. ouais. Le casting est bon. Et c'est important. Et pour parler donc du produit principal, du moins de l'entreprise, on est sur une base de données NoSQL, mais quand j'arrive sur votre site internet, la première chose que je vois, c'est une requête SQL. Et ouais. Alors ça, c'est pareil, je pense que c'est tout quoi. C'est la plateformisation de l'industrie. C'est un truc assez magique où quand tu es dans une industrie, dans un secteur particulier, au bout d'un moment, si tu as suffisamment de bouteilles, tous les produits vont finir par faire la même chose. Parce qu'en fait, Mm. tu adresses un secteur, tu adresses un marché. Et les gens qui font le produit, qui s'occupent du marché ou les gens qui te filent du blé, hein, tout simplement, ils t'orientent pour aller faire la compète sur ce marché. Et petit à petit, on se retrouve à avoir un peu tous le même jeu de fonctionnalités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ESQL en 2008 ou 2009? Donc, globalement, on avait un problème d'infra, de scale, de trop de data, trop d'users parce que les internets mondiaux, tout ça. Et les bases SQL à l'époque, qui étaient très mononode, c'était pas trop leur truc. C'était une architecture qui était pas forcément évidente pour ça. Donc il y a des gens qui se sont dit c'est pas grave, on va faire une architecture complètement différente. Alors on n'aura pas tous les trucs cool qu'ont les bases SQL au début parce que on sait pas faire pour l'instant. Puis, de toute façon c'est un peu compliqué. Donc on va commencer par stocker des objets et puis on va faire du sharding automatique. Le sharding c'est comment est-ce que tu distribues de la donnée sur plusieurs machines. Parce qu'évidemment tu peux avoir plusieurs machines pour scaler de plus en plus. Euh, et, euh, et à l'époque le besoin métier auquel ça répondait c'était ça. Parce que ça à l'époque c'était un besoin métier, c'était pas une infrastructure. C'était vraiment un problème métier d'arriver à scaler, à charder et à arriver à gérer autant de contenu. Le cloud est arrivé, c'est devenu hyper facile d'avoir du matos, du commodity hardware. Pour la petite histoire, CouchDB, ça veut dire Cluster of Unreliable Cheap Hardware. C'est la version originale. La version politiquement correcte, c'était commodity hardware. Donc voilà, un truc qui scale assez facilement dans le cloud. Et on est arrivé à un moment où c'est plus trop un besoin métier maintenant. Tout le monde sait le faire entre guillemets. Les bases SQL elles savent le faire aussi. Je dirais elles savent sharder. Maintenant Mm. tu fais un Postgres qui shard. Tu as toutes les bases qui sont gérées par les clouds qui shardent automatiquement. Ça se distribue assez bien. Elles savent stocker du JSON, donc du non structuré, du schemaless, qu'est-ce qu'on faisait au début aussi, parce que c'était ça aussi un des problèmes de l'époque. Et maintenant le type JSON de Postgres il déchire. Et puis nous, on s'est mis au SQL, hein, forcément, donc on fait du SQL parce que il fallait, à un moment donné, faire des requêtes en écrivant des annexes en MapReduce, c'est bien sympathique, mais voilà, les gens ils veulent toujours écrire du SQL, hein, ce qui est très bien. Hein, le SQL, ça fait 40 ans que c'est là. Est-ce que ce sera encore là dans 40 ans? Je ne sais pas. Il y en a qui vont dire c'est l'AI et le langage naturel qui vont remplacer ça. Moi, peut-être, on verra. Pas pour l'instant, en tout cas. On travaille, on essaye, on cherche des trucs, mais pas pour l'instant. Donc ouais, tout le monde fait la même chose. On fait tous du SQL et du NoSQL maintenant. Ouais, je pense que déjà, s'il y a le SQL, c'est aussi parce qu'il y a les mecs comme moi qui se dirigent vers les ORM pour utiliser les DB. Et puis après, je peux T'as des oublier. ODM aussi. ORM, c'est Object Relational Mapper, et tu as les Ouais. Object Document Mapper. Hein, donc les deux sont intéressants, les deux fonctionnent. Euh, mais je pense que ce que tu voulais dire, c'est les mecs qui n'ont pas envie de s'emmerder. C'est plutôt ça. Ce que je comprends. Hein. Moi-même, je suis pas particulièrement envie de m'emmerder pour faire du crude. Je suis très content d'avoir un truc comme ça. Mais il se trouve que des fois ça suffit pas, et puis t'as des besoins de pagination, t'as des besoins de cache, t'as des besoins de recherche full text, t'as des besoins de faire des requêtes analytiques qui sont plus longues, tu vois, genre du dashboarding ou des trucs tu vois, qui durent un peu longtemps, quoi. Ça dépend de ton besoin, ça dépend c'est comme le cloud. Si tu sais très bien que tu vois, un pass, ça te suffit parce que tu as une application Rails et que tu vas pas sortir de Rails, let's go, on va faire du pass. Puis si tu as une architecture, tu sais pas trop où tu vas, et puis tu vas rajouter des trucs au fur et à mesure, etc., etc. Bon, tu vas faire du cloud.
parce que tu as accès à plein de trucs facilement. Et Ouais, faut se poser les bonnes questions. Un ORM, ça donne accès à plein de trucs facilement. Alors, c'est pas optimisé, hein, tu vas avoir des factures de dingue en temps de réponse de tes requêtes, par exemple. Tu vois, si tu fais un ORM, la requête générée elle va être moins optimisée, mais au moins, voilà, on y va. Facile. Alors que bah, si tu fais du SQL à l'ancienne et que tu fais tout à la main, que tu sais exactement ce que tu veux, bah, forcément, tu es plus optimisé. Ça implique d'être mature dans son besoin. Et ouais, ouais. tout à fait. Et une question globale sur l'industrie. Pourquoi est-ce qu'on est passé au document, en fait? Pourquoi est-ce qu'on est passé aux bases documentaires? Pourquoi est-ce qu'on est passé au... Alors, ah, il y a des trucs rigolos à dire sur les bases documentaires. Moi, quand j'étais à l'IUT, j'ai fait un IUT, bac plus 2, moi, j'ai pas fait grand-chose d'autre après. Dans le même club, J'ai, alors. ouais, j'avais un projet qui s'appelait Alexandrie, en hommage à la bibliothèque, une énorme bibliothèque, n'est-ce pas? Euh, Ah, c'est pas Claude France? Enfin, ou au bref, phare, continue. au phare. Et on venait d'apprendre l'UML, en sachant que l'année d'avant, on s'était tapé Meurize et on avait fait du MySQL comme tout le monde pour faire un web e-commerce, tu vois, de base. Et donc l'année Ouais, d'après, quand tu as fait du Meurize et qu'on te dit en fait il y a un truc plus simple, enfin plus simple, on te le vend pas comme ça parce que tu comprends, c'est des profs donc ils vont pas dire que c'est plus simple, mais en gros on t'apprend UML, il y a des diagrammes de classe, il y a des objets, c'est quand même la pensée objet, ah ouais, quand même, c'est facile, c'est plus simple. Du coup, on est parti complètement objet et on a étudié un truc qui s'appelait Berkeley XML-DB, qui était donc une base documentaire dans laquelle tu stockais du XML et tu faisais tes queries en XPath. XPath qui est le machin pour traverser les objets. Écoute, nous, on n'avait pas forcément besoin d'un truc qui scale parce que c'était un projet étudiant. Ça nous a fait marrer, on a appris des trucs. C'était mon premier contact avec une base documentaire. Et ensuite, voilà, premier contact documentaire. C'était intéressant parce que on n'avait pas envie de faire du relationnel, ça nous gonflait. On était le use case typique du dev Mongo qui se dit moi de toute façon j'ai pas besoin de ça. Je veux que ma donnée soit drivée par la façon dont je code. Donc on va réfléchir après. As opposed to on va réfléchir avant, on va faire mûrir, on va tout faire bien. Parce que pourquoi mm, pas. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire les deux après. Donc nous, on a commencé comme ça. C'était marrant. Ensuite, je suis arrivé chez Nuxeo et on avait un truc qui s'appelait Visual Content Store, qui était, alors je sais plus si c'était une implem 2 ou c'était dérivé d'un truc qui s'appelait Jackrabbit, qui était le Java Core Repository Spec, je crois. En gros, c'était comment est-ce que tu fais un repo de données objet avec mm. du versionning, avec plein de choses. Et au début, on utilisait JCR. Et parce que c'est juste stockage objet que ça nous allait bien, mais c'était un peu une boîte noire, les gens savaient pas trop comment ça marchait. Du coup, on a créé une interface au-dessus de ce truc-là, donc une interface objet sur un stockage SQL, puisqu'à l'époque on utilisait essentiellement Postgres et MySQL. Mm. Donc il y avait déjà ce besoin on a besoin de stocker les objets parce que c'est plus proche de ce qu'on fait, c'est plus facile à étendre. On a besoin de unstructured parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont stocker. Nous, Mm. était une plateforme qui était étendable. Tout le monde pouvait rajouter ses features. Si tu me Ouais. dis, j'ai un titre, j'ai une description, bon, bah, ça, c'est cool, c'est un truc à peu près tout, mais après, tu vas rajouter des champs beaucoup plus spécifiques contraires à ton métier. Bon, bah, là, ça commence à être compliqué. Et les métiers sont de plus en plus compliqués. Si on prend comme exemple les catalogues produits, tu regardes un catalogue produit sur Amazon, toutes les métadonnées sont différentes. Toutes les descriptions, toutes les champs, tu vois. Il y a des histoires Mm. de taille, il y a des histoires de consommation, il y a des histoires il y a plein d'histoires différentes. Tu as besoin de flexibilité. Et donc, le modèle documentaire est beaucoup plus adapté à ce niveau-là. Donc, tu notes que c'est quand même un besoin qui est un peu plus drivé par l'application et ce qui se passe que par le métier en tant que tel, parce que de toute façon, c'est un truc que t'as pas déjà forcément. Donc, ça m'est arrivé un peu comme ça chez Nuxeo et le marché, ou en tout cas le cloud aussi, les besoins qui changent, le fait de devoir stocker de plus en plus de trucs et de pas pouvoir les faire rentrer dans la même case. Ça a donné lieu à une adoption plus forte des bases documentaires. Ok, j'aime beaucoup ton avis là-dessus. J'avais cette idée en tête comme quoi c'est plus simple pour les développeurs, mais c'est vrai que c'est un renversement du truc, du paradigme. Comme tu disais d'ailleurs il y a une dizaine de minutes, à qui toi tu aimes t'adresser. Oui, les administrateurs de DB, les sysadmins, ok, ils ont leur DB, mais en fait, parler au développeur, c'est lui qui va créer l'application, c'est lui qui va faire la logique. Donc en fait, euh, toute la logique du truc, elle est de son côté et non pas dans la base de données qui est censée être l'endroit où on jette toutes nos strings et nos integers.
Ben voilà, enfin, tu peux partir des deux côtés, c'est ça qui est intéressant, parce que si tu te dis, je vais tout modéliser en forme normale supérieure, je vais faire du SQL, je vais avoir mon algèbre qui me dit, je peux tout requêter correctement parce que tout est, tu vois, bien. C'est cool. C'est pas hyper flexible. Et puis surtout, c'est pas hyper scalable. Mm. Parce que du coup, si tu veux bouger de la donnée qui est partagée entre plusieurs tables, ça veut dire qu'il faut que tu partages plusieurs tables entre plusieurs nœuds. Donc là, tu commences à te Ouais. faire des nœuds au cerveau. Alors que si tu as un objet qui est là, un objet qui est là, un objet qui est là, à la limite, tu t'en fous. C'est quand même plus simple à concevoir dans ta tête de développeur, ce qui est aussi un intérêt intéressant. Un intérêt intéressant, absolument. Donc là, un intérêt pratique. Je te remercie pour ce point de vue. Jérôme, mon bon Jérôme, toi qui es cis-urbain, as-tu des questions? J'ai des questions. Cou- Couche Base, c'est une entreprise américaine. Absolument. Du coup, tu travailles souvent avec les Américains ou pas du tout? Ou quoi, même jamais. Tout le temps, moi, le gros de mes journées, ça commence à 15h, 14h, Ok. parce qu'ils sont pas levés. Ouais. Non, en fait, je fais à peu près ce que je veux le matin, ça c'est cool. Puis après j'ai des réunions un peu tout le temps. Donc oui, ça fait partie du job. On a des bureaux un peu partout. On a des gens un peu partout. On a trois gros bureaux d'engineering, un à Santa Clara, un à Manchester et un à Bangalore. Et ça date de notre premier modèle de support. Donc on était éditeur logiciel, on n'avait pas de cloud. Et quand tu vends du support et qu'il y a un truc qui merde, il y a des gens qui sont on call. Et si t'as pas ça, ça veut dire que t'as quelqu'un qui se réveille la nuit. Ça, c'est pas cool. Du coup, très vite, on avait un modèle de support follow the sun. Donc, en gros, on pouvait couvrir les 24 heures avec des gens éveillés, réveillés, prêts et dispo, et frais et dispo. Ouais. Est-ce que Voilà. Donc, on a des tu... gens partout. Ah, excuse-moi. Non, non, je parle pas indien, mais on a des gens à Bangalore qui parlent anglais. Dieu merci pour moi. Mais sinon, ouais, non, l'anglais c'est bien. Est-ce que tu... Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Je suis pas un technique, mais je m'intéresse quand même aux façons de travailler, aux façons de communiquer, etc. Est-ce que tu vois Ouais. une différence entre une entreprise américaine et une entreprise française, là, comme Clever Cloud avec qui tu as travaillé, dans les méthodes de travail, de communication ou autres, ou est-ce que vraiment c'est la même chose? Ouais, comme Clever ou Nuxeo. Alors, Clever, c'est quand même une boîte très particulière. Donc, je la comparerais pas. C'est une boîte qui est hyper compliquée à comparer avec d'autres boîtes, pour un tas de raisons. Euh, tout comparé à Nuxeo sur ce coup-là. Et donc, Nuxeo, pareil, même modèle, éditeur qui lève de la thune, qui grossit, qui s'installe dans différentes géographies, pour différentes raisons, des raisons commerciales ou des raisons de support, des raisons d'engineering, des raisons de prix aussi, parce que mine de rien, même si c'est moins vrai depuis le Covid, on fait quand même du location-based salary, comme on dit. Donc les gens qui sont dans certaines géographies sont mieux ou moins bien payés que d'autres. Voilà. Donc si vous voulez de la thune, déménager en Suisse, c'est pas mal. Pas en Inde, quoi, ou aux Philippines. Donc nous, on a des gens un peu partout pour ces raisons-là, entre autres. Et du coup, est-ce que c'est différent? En fait, la diff, elle vient plus du modèle que de la culture peut-être française. Moi, j'ai bossé que chez des éditeurs. J'ai bossé chez un éditeur, chez des éditeurs qui ont levé du pognon et qui ont fait leur croissance sur le pognon qu'ils ont levé. Et j'ai bossé chez un éditeur qui a fait sa croissance à l'arrache comme il pouvait sur ses clients. Pas pareil du tout, du tout, du tout, du tout comme façon de bosser et comme tu vois, d'un côté tu dépenses du pognon qui est pas le tien et d'un côté tu dépenses du pognon que t'as pas encore mais que tu vas avoir à la fin du mois. Ouais, Ça change les choses c'est clair. drastiquement. Donc non, l'expérience c'est plutôt de ce côté-là. Après, évidemment, bosser avec des Américains, bosser avec des Français, oui, bosser avec des Israéliens, c'est rigolo aussi. On est un peu entre les deux. Et je bosse avec des Israéliens, j'ai recruté quelqu'un à Tel Aviv, et là-bas ils sont très 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 cash. Et genre plus que Ah, nous, alors que nous déjà on est vus comme des gens hyper cash. oui, on me le reproche beaucoup, Donc, ouais. Donc, donc c'est ouais, assez amusant. Tu comment on est, ils sont au courant, c'est ça se sait. Donc c'est voilà, c'est
c'est des petits trucs, mais fondamentalement, ça se passe plutôt bien et les gens sont assez open et assez chill dans ce genre de boîte. Si c'est pas le cas, ils le deviennent assez vite. Est-ce que tu as remarqué une différence depuis le Covid ou pas dans la méthode de travailler? Ou dans la communication même? Euh, ouais, je peux te faire la diff pré et post-Covid, puisqu'effectivement, j'étais chez KHBS pré-Covid. Après, c'est une plus petite boîte quand je suis parti. Alors, je suis arrivé, on était 80, je suis parti la première fois, on était 500, et là, on est 1000. Je suis revenu, un Ouais. petit millier. Il y a évidemment la question bureau. Ouais. La question bureau, c'est une question fondamentale post-Covid, pour un tas de raisons. L'approche de Clever là-dessus a toujours été impeccable. C'était un bureau, c'est un outil, on te le donne. Si tu en as envie, tu le prends. Si tu n'en as pas envie, tu le laisses. Ça, c'est une méthode, c'est assez normal. C'est un outil, on s'entend. Et si tu as besoin de voir des gens en dehors du bureau et que tu as besoin de louer un bureau, on va trouver un endroit, on va louer un bureau, ça va bien se passer. Euh, la méthode Cashbase pendant très longtemps, c'était il y a des bureaux, vous venez au bureau. Post-Covid, ils se sont dit, vas-y, on a loué des bureaux de bâtards, ils sont hyper grands, ce serait bien que les gens reviennent au bureau. Oui, mais maintenant, ils ont déménagé, ils sont à la campagne, ils sont à 1 heure en bagnole du machin et tout, c'est compliqué. Donc, nouvelle règle, si tu habites à plus de 40 minutes à 50 Ouais. minutes ou whatever du bureau, t'es tranquille. Si t'es à moins, tu viens. C'est une règle qui a été enforced par Broadcom il y a pas longtemps. Broadcom qui a racheté VMware. Je veux dire que t'as un paquet de VMware remote, ça a dû piquer là-bas quand on leur a dit ça. Euh, c'est bien, mais c'est pas assez. Les gens ont toujours pas envie de venir au bureau. Les gens ont compris qu'en fait, ça se passait pas au bureau. Les patrons, pour la plupart, pas tous, ont compris que c'était pas une question aussi. Parce que les gens ils bossent en fait en vrai en remote. Tu vois, y a pas Ouais. la question se pose pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces bureaux maintenant? Moi, je pense que il y aura toujours des middle managers qui font chier les gens pour aller au bureau et pour être au bureau. Tant qu'il y aura des middle managers, ça existera. Donc, je pense que les intérêts des vendeurs de bureaux, c'est de continuer à avoir une classe de middle management pour continuer à vendre des bureaux. Moi, je pense à titre personnel que il faut qu'on arrête de consommer les bureaux de la même manière. Je pense que il faut pouvoir louer un bureau et un grand bureau, plus grand que celui d'habitude, pour être sûr que tout le monde puisse se voir au même moment, pour le côté team building, pour rencontrer les gens, et puis parce que tu vois, ça, tu te dis bon, j'ai le Covid, on va louer un plus petit bureau. Admettons. Donc, tu as un bureau, nous, c'est le cas, tu vois, actuellement, à Paris, on a un bureau, on a 4 postes. Bon, ben, moi, si je viens voir mes collègues, parce que j'ai des trucs à voir avec eux de visu en vrai, bon, bah, t'as plus personne qui peut bosser parce qu'on est 5. Donc, il manque un poste. Donc, tu dis, bon, ça ne marche pas d'avoir un plus petit bureau parce que, donc, t'as besoin de cette élasticité, mais en même temps, t'as besoin aussi de cette élasticité, parce que tout le monde n'a pas au bureau tous les jours. Donc, idéalement, si on pouvait louer une grande salle de temps en temps, ce serait cool, tu vois. Moi, j'essaie de pousser vers ça. On n'y est pas encore, mais c'est les questionnements qu'on se pose en ce moment, chez Cashbase, dans plusieurs géographies, pas que en France, pas que aux US. Avoir la capacité à louer un espace où on peut tous se rencontrer une matinée, une journée, peut-être 2 jours, tu vois, mais pas plus, parce Ok. que sinon ça sert à rien. Il y a un truc qui parle beaucoup là, dont on parle beaucoup aussi en ce moment sur LinkedIn, c'est le présentéisme. Donc un peu la façon de montrer qu'on est présent même si on travaille pas forcément. Est-ce Ouais, est-ce que c'est un truc dont tu as souffert ou pas? Ça m'intéresse aussi. moi j'en ai jamais souffert, mais c'est ça que je rattache au middle management et au middle manager de manière générale, c'est que le présentéisme, en fait, ça n'a un intérêt que pour un middle manager qui ne sait pas travailler. Ouais, tout est Il y a dit. des meilleurs managers qui font très bien leur travail. Je sais pas, je vais pas taper gratos sur tout le monde, mais enfin surtout les gens qui font ce métier-là. J'ai conscience d'être un peu méchant là-dessus, mais fondamentalement, quand tu vois ces trucs-là, ça vient souvent de cette couche-là où effectivement les gens ne savent pas trop ce qu'ils font là et ils se disent bon bah je vais quand même garder les gens autour de moi pour montrer que je fais des trucs, tu vois. Alors que bah non, non, non. Ok. Le travail c'est pas une garderie. Exactement. Et toi, Anthony, tu en as souffert du présentéisme? Bah moi, tu sais, ça fait 7 ans, peut-être, ou 8 ans que je suis au Portugal, donc en télétravail full. Quand j'étais en France, à Paris, j'étais en télétravail depuis peut-être 3 ans. Et le Covid, il a 4 ans. Donc en fait, moi, avant, après, ça n'a rien changé à ma vie. Ouais. Vraiment rien du tout. Ouais, moi c'est remote depuis 2014, donc je t'avoue que j'ai du mal à me Ouais, projeter, ça tu vois, fait ça un fait 10 bail. ans. Ouais. Et même chez Nux, ouais, le taf est fait, le taf est fait, quoi. C'est bon. Là, tu as une bonne expérience, on va dire, hein, une très grosse expérience.
Tu vois une différence on va faire. C'est la question OK boomer. Tu vois une différence nouvelle génération, ta génération. Je dis pas que t'es vieux. Hein. Non, mais alors, typiquement, tu vois, Clever, c'est une boîte, c'est la moyenne d'âge. Bon, clairement, c'est moi qui l'ai rallongé vers le haut. Hein. Ouais. Et j'ai 39 ans. Ça fait mal. Ok. Euh, ouais, il y a une diff. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a une différence. Il y a une différence, mais qui est pas forcément liée à l'âge, qui est liée à ce que tu as vécu avant et qui est liée à ton expérience perso. C'est sûr que si avant, tu as vécu le lycée et l'université, bon, bah, tu vois, t'arrives, c'est nouveau pour toi. En fait, ce par quoi tu commences définit la base, par le prisme par quoi tu vas voir les trucs après. Et effectivement, les jeunes, ils ont commencé par ça, mais t'imagines bien que quand on leur dit ensuite, il faut aller au bureau, tu vois, genre, ouais, en fait, c'est pas normal. Ça, je veux dire, marcher avant, et pas de raison que ça marche pas maintenant, quoi. Pourquoi? Ouais. Enfin, c'est une vraie question. Donc, non, je pense que c'est essentiellement lié à ça. On est un produit de notre environnement aussi. Et donc, Alors, si ton environnement commence comme ça, ouais, c'est clair. forcément. Tiens, dernière petite question. Tout à l'heure, tu as parlé de l'IUT, donc Bac plus 2. J'ai fait un IUT que je n'ai pas terminé, faute de trop de festas. Mais la question est-ce que alors comme j'ai pas fait, je sais pas parler correctement, hein, comme j'ai pas fini mes études, mais la vraie question c'est est-ce que le diplôme est nécessaire pour réussir, notamment voilà, là, dans le sujet dans lequel on est, donc l'informatique, etc. Ou est-ce que tu vois, tu as déjà vu des, même en dessous d'IUT, c'est totalement autodidactes, qui ont réussi et qui ont atteint ton niveau? Bon, quand mon niveau, ça veut pas dire grand-chose, tu vois. Moi, je fais partie des branleurs qui savent parler à d'autres gens et qui sont un peu tech. Donc, forcément, c'est une niche où j'ai un travail. Donc, on va pas parler de moi pour Ouais, parler de ça. question de sémantique. Euh, par contre, ouais, non, je pense que c'est un des rares métiers où, effectivement, encore maintenant, les métiers en tension, globalement, si tu montres que tu sais faire des trucs, mais que t'as pas de diplôme, mais que tu montres que tu sais faire des trucs, c'est un métier en tension, on va pas se poser de questions, on va te prendre, hein, tu vois, la loi du marché, à un moment donné, elle est là et ça va bien se passer. Est-ce que c'est autant en tension qu'avant? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est plus dur qu'avant. Avant, effectivement, t'arrivais, tu disais, je sais faire ça, vas-y, pas de problème, bien. Maintenant, il y a tellement de trucs différents, tellement de formations diplômantes, pas diplômantes, de bootcamp, de trucs, de machin. C'est plus difficile. Euh, je, c'est une bonne question. Je pense que c'est plus compliqué maintenant. En tant que recruteur, d'arriver à faire le tri. Ouais. Euh, Clairement, ouais. mais il y a d'autres raisons à ça. Il y a le fait que pendant des années, c'était vraiment un truc de nerd Mm. et on ne voyait pas ça comme quelque chose d'émancipateur. Maintenant, la tech est quelque chose d'émancipateur, enfin financièrement, je veux dire. Mmh, C'était mmh. énormément. C'est particulièrement vrai aux États-Unis, mais c'est aussi vrai en France où, je veux dire, t'es en galère, t'as envie de changer de métier parce que t'en as marre d'être payé au SMIC. On te dit que tu vas pouvoir trouver un boulot sans faire 5 ans d'études, qui va être bien payé. T'as des bootcamps qui te promettent la lune, bonne ou mauvaise, tu vois, je sais pas si ça va arriver, j'en sais rien, je m'en fous, mais globalement, t'as des formations qui disent en 6 mois, tu vas devenir richissime, tu vois, c'est un peu ça il y a et c'est lié à la loi du marché aussi, il y a beaucoup plus d'offres, de formation qu'avant. Je sais pas si c'est, Qualitative? je Qualitatif? sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai recruté pas mal de personnes brillantes, mais vraiment brillantes, euh, qui sont pas sorties du parcours standard. Et je suis hyper content. Et c'était des gens incroyables avec qui j'ai travaillé. Je pense que ça dépend enfin, vraiment, ça dépend des individus. Je pense que c'est possible. Je pense qu'on vend trop de miracles aux gens, mais je pense que c'est possible. Ok. Ouais. Sachant que, ouais, moi j'ai un peu le même parcours, j'ai un bac plus 2, j'ai fait une licence un peu bizarre par correspondance que moi-même je ne validerai, enfin je l'ai eu mais je la validerai pas personnellement, parce qu'elle m'a rien appris, j'ai rien fait. Et c'est un peu aussi le truc que je vois en soi, les gens qui vont à l'école. Enfin, la différence quand je suis arrivé sur le marché du travail, c'est que les gens de mon âge, ils étaient encore en alternance à faire leur master. Et in fine, quand eux, ils ont eu leur diplôme et qu'ils ont été recrutés, ah, je voyais pas tellement de différence entre nous deux. En tout cas, pour les plus dégourdis, il n'y avait pas de différence. Après, il y en a les autres, ils ont 3 ans de moins
de travail, donc ils savent pas forcément travailler en tant que soi. Je te parle pas techniquement, je te parle juste Ouais. de travailler, tu vois. Je vois cette différence un peu là, mais sinon, si t'es chaud, en fait, l'école, elle va te faire un réseau, elle va te faire deux, trois trucs, elle va te donner deux, trois bases, histoire que tu t'éparpilles pas, mais Et je vois bon, aussi, il y a ça pas mal va. de gars qui disent j'ai rien appris en fait. Mon master me sert à rien. Des gars diplômés, hein, Ouais. donc pas des autodidactes qui se revendiquent autodidactes, blablabla. Des gens diplômés qui disent ouais, j'ai rien appris. C'est facile de dire ça après, c'est-à-dire que Ouais. l'expérience scolaire s'efface très très vite face à l'expérience l'expérience professionnelle, tu vois. Donc quand t'es dans ton expérience scolaire en parcours initial, tu te dis je vais continuer. Et effectivement, quand tu arrives sur la partie expérience pro, pour moi, 5 ans d'expérience pro, ça a infiniment plus d'importance que les 5 ans d'école que tu as fait derrière. Euh, et je Ouais, vais je suis regarder d'accord. ça. Je vais regarder ça, c'est sûr. Moi, je suis particulier aussi, tu vois. Moi, j'ai fait une école d'ingé en alternance après le DUT, et au bout de 6 mois, je leur ai dit, j'apprends plus de trucs à l'entreprise qu'à l'école. Vous voulez pas me prendre comme moi j'ai tout de suite. Ils ont fait oui, et au revoir à l'école, et voilà, quoi. Et c'est comme ça que c'est passé. Donc, et je regrette pas, hein. Mm, clairement. Pour un tas de raisons, tu vois. Moi, je me rappelle, hein, la promo, je vais faire la pub pour l'IUT que j'ai fait, qui est l'IUT informatique de Laval. J'étais la première promo de cette IUT. Programme tout neuf. Et du coup, une équipe pédagogique incroyable, des gens vraiment chouettes, ils étaient hyper motivés, tu vois, c'est la première année, enfin genre page blanche, on écrit la formation qu'on veut. Mm. Et C'est quoi le nom du moi je suis hyper DUT? content de. C'était génie logiciel à Laval, l'IUT de Laval, Hmm. Laval France, pas Laval Québec, c'est important. Euh, Page blanche, ils ont fait la formation qu'ils voulaient, et du coup, à l'époque, il y avait très peu d'IUT où tu sortais, tu connaissais Java UML, tu vois. Et Ouais. moi, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, ils m'ont dit la première année, tu vois, ils m'ont fait, mais en fait, j'ai vu ça, je l'ai vu à l'IUT, qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois. Donc ça a pas aidé. C'est des Ouais. trucs qui m'ont pas du tout aidé à faire ça. Et le fait que fondamentalement, on fait un métier où globalement, tu vas passer ta vie sur les bancs de l'école, hein. Je veux dire, notre métier, c'est apprendre des trucs tout le temps, 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 tout le temps. Alors à partir du moment où tu sais le faire et où tu as envie de le faire, Ouais. et c'est un métier qui est de plus en plus culturel. C'est pas un métier où il faut des bases en maths de ouf. Alors il y a un secteur d'informatique où tu es une brutasse en maths, tu vas trouver du boulot, ça va être génial, tu vas faire un truc de dingue. Mais quand même globalement, on a changé un peu les niveaux d'abstraction et notre métier c'est toujours de changer de niveau d'abstraction aussi en permanence. Et on est arrivé à un tel niveau d'abstraction que finalement c'est plus une question de culture dans beaucoup de cas, de savoir ce qui se fait, ce qui s'est fait et d'apprendre des nouvelles choses. Que d'être une brute en algo, quoi. Ouais. Très, très vrai. Un algo, il y a quelqu'un qui va l'écrire, il va être écrit, c'est cool. C'est pas à toi de le faire, quelqu'un l'a déjà fait. Et les rares personnes qui vont penser des algos, qui sont des gens incroyables, qui sont pas moi, c'est trop bien, je suis ravi qu'il y en ait, mais il en faut moins. Parce que ces couches d'abstraction que eux font, nous, à la fin, on est l'école bleue, on prend ce bordel-là et on fait des trucs avec, quoi. Mm. Tu vois, on est un des rares métiers de type en chemise qui est quand même un métier de col bleu. On est directement sur la production, on est directement sur je fais un truc, j'ai une satisfaction à la fin de la journée sur ma créativité, sur ce que j'ai fait à la fin de ma journée. Je veux pas dire que c'est comme couper du bois, mais c'est quand même plus comme couper du bois que de gérer des tickets Jira, quoi. No offense aux gens qui gèrent des tickets Jira. Mais c'est trop vrai. Mais t'as vraiment ce côté, voilà. Ouvrier, moi, c'est très ce que tu dis parce que il y a pas mal de gens que je connais qui ont fait l'AFPA et après des écoles assimilées. Et pour info, l'AFPA, c'est souvent, t'as, je sais pas, disons 25, 26 ans et tu veux faire une reconversion et le Pôle emploi peut te Mm. rediriger vers l'AFPA avec des diplômes relativement rapides. Et in fine, ils sont devenus développeurs, bac plus 5 4 ans, 5 ans de métier, ils me disent tous, ouais, je suis un ouvrier, je finis ma journée, j'ai la tête saturée, je me suis cassé le dos sur ma chaise au bout de 10 ans, je suis un ouvrier. Et je réfléchis au jour le jour en mode artisan qu'il y a un problème qui arrive, il faut que je le modélise, il faut que le truc, Ouais. et que je le tapote au clavier parce que d'autres gens ne savent pas tapoter sur un clavier. Alors, sans aller jusqu'à faire des conférences de pénibilité parce que c'est pas le sujet, mais effectivement, nous, on a ce côté-là. Et mais c'est intéressant parce que l'AFPA, je connais un certain nombre de conférenciers sur le circuit français qui sont issus de l'AFPA, des gens qui sont brillants et qui donnent des conférences régulièrement depuis quelques années maintenant et qui sont passés par l'AFPA, effectivement. C'est toujours le truc du développeur de, ah bah, il pisse du code.
Et si c'est pas celui qui le ferait, c'est quelqu'un d'autre. Il y a un Ça, moment, c'est un métier, c'est un métier technique, c'est un métier d'art au sens artisanal. Enfin, il y a tu produis quelque chose, quoi. Oui, oui. Monsieur J, c'était votre dernière question de la session? J'en aurais d'autres peut-être à la fin parce que c'est plus par rapport à la marmotte et Je d'autres préfère être breuvages Frédéric. Ça cervégisques. marche. On en parle après, avec plaisir. Pas de souci. Moi, j'ai une question à propos de Couchbase et de licence. Euh, Cloudbase, ça peut s'installer à la maison, non? Alors, Couchbase, ça marche on-prem. À la base, la plus grosse partie de nos clients sont on-prem pour un tas de raisons. Mhm. Déjà parce que à l'époque, le cloud, ça n'existait pas. Donc, on a commencé on-prem comme tout le monde. Enfin, ça n'existait pas, on s'entend. Ouais. Pas autant que maintenant. Couchbase, donc 2010. Euh, on vient de Membase et de CacheDB. Donc, Membase, c'est du cache. Le cache, ton taf, c'est de casser de la latence. Casser de la latence, il y a une latence que tu ne peux pas réduire, c'est la taille de la fibre optique entre chez toi et quelqu'un d'autre, quoi. Mhm. Ton serveur ou ton, voilà. Donc, les gens pour qui la latence était importante, sont probablement partis au cloud plus tard parce qu'ils ont déjà fait staff, en fait, de cloud, de maîtriser leur infrastructure et de déployer toute leur stack logiciel eux-mêmes. Euh, donc, donc en fait, traditionnellement, on a beaucoup de clients qui sont on-prem, qui viennent de ce monde-là. Donc on-prem, tu as la Community Edition et l'Enterprise Edition. Et le modèle, à l'époque, c'est le même modèle que tout le monde. C'est le modèle Service Side Public License. Enfin voilà, c'est le modèle anti-Amazon, pas l'appeler Mhm. autrement. Donc tous des licences différentes. C'est le modèle Amazon, t'es relou, redonne des trucs à la communauté au lieu de forquer comme un sale. Euh, c'est ça, c'est le même que tout le monde. D'accord. Ouais, ouais. Sauf Euh, Postgres qui est ou Maria. Enfin, tu vois, Postgres, c'est un vrai projet open source, ouais. dans le sens où tu as plusieurs vendors. Nous, il y a un seul éditeur derrière Couchbase, c'est Couchbase. Ok. Donc, il y a un projet, les sources sont ouvertes ou? Source available, absolument. Ouais. Alors, il y a une partie qui est vraiment open source. Mhm. La partie Community Edition, je sais pas si elle est full open source, mais tu as aussi la moins connue Developer Edition qui est globalement, si tu arrives à tout compiler tout seul, vas-y, fais-toi plaisir. C'est le binaire qui est Community Edition, qui est la licence Community. Il y a D'accord. aussi. Euh, c'est de la Et, page 2, globalement, un peu partout, ou de la SSPL. Donc, je sais plus si c'est SSPL ou BSL, mais l'idée est la même, hein. ouais, ouais. Ouais. Euh, pour Je crois que c'est, je crois que c'est, pour le coup, c'est BSL, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui repassent en Apache au bout d'une certaine quantité de temps. oui. Ah ouais. Au bout de. Ah, c'est Ce que, marrant. c'est ce que fait Elastic et ce que fait Couchbase sur certains trucs aussi, ouais. Non, Et il y a des je savais trucs pas qui qu'il y sont, avait une clause comme ça sur de la ouais. temporalité où il lâche Et, le cours, la source au bout d'un moment. ouais. Ou il l'ouvre parce que c'est source Enfin, available, oui, il mais l'ouvre. ensuite Ouais. ça passe, ouais. Et on est une boîte américaine, on fait de l'innovation, on a des brevets, donc on a des trucs qui sont enterprise, close source aussi. Ouais. Et on a quelques brevets sur des trucs un peu rigolos, des types de stockage, des types de storage un peu différents, ouais. D'accord. For your information, Monsieur Blin, quand on dit SSL, SSD, tout ça, etc., c'est souvent server-side license ou plus simplement les doubles licences où il y a une licence qui s'applique au consommateur et une licence qui s'applique au revendeur. Et donc, si je suis un revendeur et que demain je lance le Antonio's Cloud et que je voudrais pouvoir délivrer du CouchDB, comment ça se passe? Couchbase. Ah, Alors, tu vois, excuse-moi. ah, et c'est Excuse-moi. intéressant parce que la diff arrive souvent, donc je vais refaire un petit point. Donc, Ouais, Couchbase, c'est CouchDB et Membase en 2010. Donc, suivant à qui tu demandes, il y a des gens qui vont dire que c'est un fork et d'autres qui vont dire que c'est un merge. Les gens de la fondation Apache CouchDB, et ils ont raison, hein, c'est un fork aussi, c'est les deux en même temps. Il y a eu un fork de CouchDB en 2010 qui en fait a été le merge CouchDB Membase qui est devenu Couchbase. Donc nous, on n'a plus rien à voir avec CouchDB depuis 2010. Oui, ça fait 14 ans quand même, il faudrait que mon cerveau il claque, il mette les Donc, deux neurones ensemble. je sais plus trop ce qu'il y a comme feature, mais en gros, de mémoire, tu avais un modèle un peu leader-follower côté CouchDB, et nous, le modèle c'était un modèle plus masterless côté Couchbase, avec le sharding automatique qui nous vient de Membase, qui était donc du Ok, clé valeur et memory distribué. ouais, Donc, tu as clé valeur et memory distribué. Euh, Quand tu stockes du JSON, donc dans ta valeur, tu peux créer des index avec un MapReduce, ça c'est la partie CouchDB.
Mhm. Donc, on a du C, du C++ et de l'Erlang. L'Erlang, c'était pour la partie cluster manager, consensus, etc. Donc ça, c'est Couchbase en 2010-2011 au début, tu vois. Et évidemment, tu vois, MapReduce avant, les gens, ils veulent pas faire ça. Ils veulent pouvoir query ce qu'ils veulent sans avoir à faire un index. Qu'à cela ne tienne. Ouais. SQL, donc on a écrit les nouveaux services en Go. Donc là, on a C, C++, Erlang et Go. Donc on a rajouté le SQL. On a rajouté du full text avec le projet open source qui s'appelle Blevy. Blevy qui est un rewrite de Lucene en Go, puisqu'à D'accord. l'époque, on faisait du Go. Euh, et ensuite, on a intégré un autre projet qui s'appelle Apache AsterixDB, qui était un projet analytics JSON pour faire des requêtes très parallélisées pour vraiment que ça tabasse et que ça aille vite, dans lequel tu peux intégrer aussi tes propres fonctions. Parce on a un système qui te permet de faire des triggers. Donc c'est du JavaScript, t'écris ta fonction JavaScript, chaque fois que c'est une mutation qui arrive, tu fais ce que tu veux. Mm. Et côté analytics, si tu veux, bah, tu peux l'écrire en Python, tu peux la packager en Python. Donc, si tu as des GPU qui traînent sur tes nœuds analytics, parce que évidemment, tu peux mettre ça sur les machines que tu veux, les nœuds que tu veux, les scaler comme tu veux, plus de CPU, plus de RAM, plus de machin, des SSD, pas des SSD, c'est toi qui vois. Donc, s'il y a des GPU, tu peux packager une fonction avec du Keras ou des choses comme ça, ou du TensorFlow, pour faire l'analytics avec des GPU et faire un peu d'AI. Donc, ça, c'est assez marrant. Donc, ça, c'était Apache AsterixDB, c'est du Java. Donc, C, C++, Erlang, Go, Java. Et D'accord. voilà. Donc ça et tu peux exécuter des fonctions JavaScript et des fonctions Python. Donc tu as un interpréteur JavaScript et Python. Sinon c'est pas drôle. Et en ce moment on bosse sur du stockage colonne aussi. Donc on rajoute des use cases petit à petit. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une data platform, pas une database. Mm. Tu peux faire de la time series. Donc le gros sujet de la time series en général c'est la cardinalité de la donnée. Donc là tu vas pouvoir faire une time series par document et tu peux stocker des milliards de documents parce que ça se charge tout seul. Donc voilà, on fait plein de choses. C'était le point Couchbase. D'accord. Et pour en revenir à ce Antonio's Cloud, si je veux pouvoir donc délivrer un Couchbase à mes clients as a service, Et donc la euh, SSPL, bah tu peux pas. ben, j'appelle Couchbase et je leur dis, bon, c'est combien, non? C'est ça. C'est exactement ça. C'est un deal ISV, Independent Software Vendor, n'est-ce pas? Où en fait c'est de la revente et du coup tu vends l'enterprise. Qui est un truc D'accord. qu'évidemment on a essayé de faire chez Clever avec MongoDB, mais MongoDB a toujours considéré que d'abord tu payes et ensuite tu fais un deal. En gros, MongoDB a cette capacité à prendre des boîtes pour des banquiers, tu vois. C'est assez pénible. Alors je sais pas où ils en sont Ouais. maintenant, tu vois. Je sais pas si tu vois, c'est bien que je dise ça, parce qu'ils essaient d'avoir une relation un peu plus sympathique avec Mongo, mais à l'époque c'était pas facile. Nous c'est un peu la même. Pour l'instant, on se focus à faire des deals avec les gros cloud service providers que sont évidemment AWS, GCP et Azure, ce qui marche très bien aux US, ce qui marche moins bien en ce moment dans certaines latitudes où on veut du local. Et donc pour le local, il y a l'on-prem, on a un opérateur Kubernetes. Donc tu peux très bien utiliser l'opérateur Kube pour déployer ton Couchbase comme tu veux, à partir du moment où effectivement tu payes la version Enterprise. D'accord. Et L'opérateur Kube est Enterprise. donc, bon, bah, Antonio Cloud, je lâche l'affaire, c'est pas grave. Et je me rabats en tant que client, j'ai une autre idée, j'ai envie de monter une super application qui a besoin d'une base de données ultra fiable, ultra rapide et surtout pas faire de SQL parce que j'ai des développeurs relativement jeunes qui n'ont jamais vu un select. Donc, j'ai envie de faire C'est du. c'est triste. Ouais, je suis d'accord. Ouais, le pas de select, enfin, tu peux ne pas rentrer dans les gros bails et les trucs, mais pas de select, c'est quand même un peu triste, c'est vrai. Et donc, ces jeunes viennent me voir et me disent, mais Tony, il y a Couchbase, tu devrais aller regarder. Et je regarde le truc, je vais sur le site, je me dis, ça a l'air pas mal, ça a l'air bien, ça a de très bons attributs, une géographie plutôt intéressante. Et à partir de là, je vais où? Je vais sur AWS pour pouvoir vous utiliser, je Ah, vais sur votre site web, vous avez un tu vas service. sur, attention à ce que je dis souvent, cloud.couchbase.com, 30 jours d'essai gratuit, no credit card required. Ok, J'ai fait en franglais en plus. Voilà, donc on a un free trial. Le free trial, il est gratos, pas besoin de mettre ta carte de crédit. Ce free trial va peut-être se transformer en free tier d'ici un ou d'accord. deux mois.
donc unlimited free tier, n'est-ce pas? Et tu peux du coup tout essayer. À part, je crois que t'as pas l'analytics et l'eventing, mais globalement le reste fonctionne plutôt pas mal. D'accord. Et ce cloud.couchbase, il sera. Enfin, moi, pour moi, vous êtes plus ou moins une plateforme où je pourrais mettre mes datas et pouvoir y accéder. Mais du coup, je serais loin de mon data center US East 1 AWS Alors, voilà. Virginia. Si tu peux. Alors, si t'es chez AWS et que t'es sur US One comme tout le monde, Couchbase Capella, en fait, te permet de choisir quel cloud provider tu veux parmi les trois gros qu'on a actuellement, à savoir GCP, AWS et Azure. Et une fois que tu as Mhm. choisi chez qui tu vas, tu peux choisir la zone où tu vas te déployer et ensuite tu fais du VPN ou du private link. D'accord. D'accord. Et Ou tu fais du binding 0.0.0.0, let's go, on y va, c'est open et tout le monde peut y aller. Même si nous, bah, par défaut, c'est secure, tu vois, contrairement à toutes les bases de données que tu pouvais retrouver avec des rançons à une époque où tout était open, non, par défaut, sur Catch, tu as quand même un peu d'authentification. ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est comme pour CoachDB où vous avez une interface web. Et l'interface web, tu l'as on-prem aussi, hein. Euh, Mhm. les deux sont différentes. Tu as une interface web. Après, si t'as pas envie d'utiliser l'interface web, on a des super plugins maison pour VS Code et IntelliJ, enfin toute la famille VS Code et toute la famille JetBrains, qui te Mhm. permettent de connecter à ton cluster soit en local, soit à la Capella. Et ensuite, tu as ton query workbench, tu peux browser tes données, tu peux créer tes scopes, tes buckets, tes collections, qui sont les endroits dans lesquels on range des trucs. Dites-vous, une collection, c'est un peu comme une table, un scope, c'est un tenant, et un bucket, c'est un Mhm. serveur au sens Postgres du terme. Enfin, un schéma, je crois, je sais plus. Je crois. Bref, donc ouais, il y a ça, il y a CB Shell. CB Shell, c'est Couchbase Shell, c'est écrit en Rust, CBSH, Couch.sh, D'accord. qui est un outil en ligne de commande basé sur du Shell, qui te permet de t'amuser un peu et de faire du traitement de données. Ils ont une notion de data frame un peu comme dans Panda, si tu fais du Python, c'est assez rigolo, parce que Mhm. du coup, tu peux pipe les trucs les uns à la suite des autres, et donc ça, c'est du Shell, et en plus, tu peux pipe et select des données dans Couchbase, c'est tout intégré, c'est assez cool. La version 1.0 GA doit sortir, j'espère, courant du mois d'août. Et sinon, quand tu codes, tu utilises un SDK. Donc, on a des SDK dans un peu toutes les librairies. On a du Java, on a un SDK JVM qui est Kotlin, Java, Scala. On a du PHP, du Ruby, du Node, du Python, du C, du C++. Yes. Tu vois la totale. Et puis Ouais. surtout, on a Couchbase Lite. Couchbase Lite, c'est un micro Couchbase. C'est un Couchbase dans lequel tu stockes du JSON. Tu fais du SQL, tu fais du full text. Ça se compile en C. Et à partir du moment où tu arrives à le compiler pour ta target, globalement, ça tourne. En gros, il y a un wrapper Android, il y a un wrapper iOS, voilà, l'idée c'est de faire du mobile Ouais. et d'avoir ta donnée toujours sur toi en local. Quand t'as pas de réseau, ça continue à marcher TataDB, puis quand t'as du réseau, t'as un service en background qui va faire la synchro push-pull Ah, et nice. qui va te permettre de gérer les conflits, puisque bien évidemment il y a des conflits. Enfin, bien évidemment, ça peut arriver quand tu es offline, quand tu te remets online, quelqu'un a déjà modifié le Ouais. document, tu fais ah ça a dévié, qu'est-ce que je fais? Puis Ouais. j'allais dire la résolution de conflit, n'est-ce pas? Le resolve de conflict, c'est un problème métier. Donc nous on vous propose une solution en gros last thread win par défaut. Mais si tu as un algo métier qui permet de gérer ton conflit, ou si tu veux montrer un écran à tes users, tu as le droit, Ouais. c'est possible. Donc voilà, on essaie de couvrir le plus de use case possible. C'est pour ça qu'on dit qu'on est plus une data platform qu'une database. Parce que du coup, voilà, t'as du clé valeur, t'as un cache intégré, donc t'as pas forcément besoin de coller un README sur un cache devant. T'as du SQL, donc tu peux faire du relationnel, tu peux faire des joins, t'as de l'affinité, c'est des joins distribués, donc c'est pas mal. Tu peux faire du full text. Et quand tu fais du full text, tu peux l'appeler directement de ta requête SQL. Donc c'est là où tu vois, c'est un peu dommage que les jeunes connaissent pas le SQL. En général, tu dis, je vais faire une recherche, donc je vais faire une query à Elastic, je vais récupérer toute une liste d'ID. Cette Mhm. liste d'ID, elle est cool, mais ma sécurité et ma permission, elle est côté Postgres ou côté Mongo. Je vais faire une Mhm. autre query là-bas, et puis je vais mapper les deux, du coup, pour avoir le résultat qui va bien. Et puis je vais rajouter de la pagination. Mais je rajoute de la pagination, du coup, enfin, je refasse une query full text, un peu Ouais. pareil. Donc, en fait, je vais la mettre dans un cache. Donc, en fait, là, déjà, tu sens que c'est l'angoisse. Et du coup, ça, c'est Couchbase, c'est juste une requête SQL, parce que tout est intégré. Donc, ça, c'est assez cool. D'accord. Voilà. Bah, tu sais, avec ce terme de data platform, tu me fais beaucoup penser à Firebase. Databricks.
Ah, Firebase. Ouais. Alors, t'as deux choses. T'as vraiment la partie data platform que tu disais, c'est nos copains d'analytics vraiment bourrins, dans lequel, en fait, c'est du data lake, quoi, tu vois, dans lequel tu fais de la Mhm. data comme un ouf. Donc ça, c'est les Databricks et des choses comme ça. Et puis t'as le back-end as a service, qui est beaucoup plus branché dev, là où ça, c'est plutôt un problème, tu vois, le Databricks, c'est plus un problème AI, ML, data scientist et compagnie. Oui, Les gens qui construisent des apps, c'est plus back-end as a service. On parlait de toujours avoir un niveau d'abstraction supérieur à chaque fois. Bon, le back-end as a service, un type Firebase ou Supabase, tu vois oui. pas forcément la DB derrière, mais tu as des services qui te permettent d'aller stocker des trucs et de requêter des trucs et d'authentifier des users et de requêter des objets, etc., de lancer des fonctions. Donc nous, on a un truc qui s'appelle Cache-Based App Services. Cache-Based App Services a pris un peu de retard parce que comme tout le monde, on s'est mis à faire de l'AI. On a sorti la recherche vecteur entre-temps. On a sorti Vous Cache-Based êtes IQ, dingue. qui est notre analyse. Écoute, c'est voilà, il faut vivre avec son temps. Euh, IQ, c'est notre copilote à nous pour faire du SQL, le pont du Yes. SQL. C'est assez sympa. Il connaît un peu la structure de ton cluster, la structure de tes données, sans connaître pour le coup tes données, puisqu'évidemment il n'y a pas de schéma, mais ça aide d'avoir un schéma. Donc on extrait un schéma de tous tes documents registrés et on te permet de faire des requêtes avec. Donc ça, c'est assez marrant. Et puis évidemment la recherche par vecteur qui est de transformer des machins en tableaux de float et de pouvoir les requêter. Donc ça, on l'a fait, c'est bon. Maintenant, on retourne sur notre back-end de service, j'espère, pour pouvoir faire de plus en plus de fonctions et de changer le niveau d'abstraction pour que ce soit de plus en plus simple, comme les gens de Firebase ou de Supabase, qui est aussi un très bon produit. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, sur votre partie cloud que vous hébergez vous-même, euh, Mhm. vous proposez des fonctionnalités type CDN ou je peux Non, avoir une relative bonne latence en fonction d'où je suis. non, pas du tout. Alors nous, le CDN, alors on est très complémentaire avec ça. Je te disais au début, on est très la latence, la latence, c'est important. Euh, En bonne condition. pour et donc le problème, c'est la taille de la fibre entre ton serveur et ton client. Ouais, Et tu as plusieurs bases de données qui ont un modèle de déploiement géographique complet. Genre, tu as un gros cluster qui est déployé dans le ouais, monde entier. ouais. Arriver à avoir de la cohérence de la donnée sur un truc comme ça veut dire que toutes les machines soient d'accord. Factuellement, c'est lent parce que tu tapes la latence chez tout le monde. Ouais. Nous, l'approche qu'on a, c'est d'avoir plein de clusters partout. Hum. Bah, autant que tu veux, que ça t'arrange, que ça te permet aussi de pas dépenser trop d'argent, mais bon, ça après, c'est toi qui vois. La latence, ça a un coût, hein. Euh, Surtout quand tu es dans un endroit où il n'y a pas de data center. Tu peux en parler aux copains de Clever. Il y a des décès à ouvrir en Afrique du Sud. Nous, on avait des clients qui se prenaient une seconde ou deux de latence parce qu'ils étaient basés en Afrique du Sud et qu'on était à Marseille, Ouais. de base, ou à Paris. Et donc, tous ces clusters qui sont partout, on a un truc qui s'appelle le Cross Data Center Replication, Ouh. XDCR, la réplication entre clusters. En fait, nous, notre taf, notre gros différenciateur, outre le fait qu'on est une plateforme et qu'on a plein de use cases, c'est qu'on est des bêtes sur la synchronisation de données. Vraiment, c'est notre truc. La synchro côté mobile dont on a parlé, la synchro entre clusters. Et donc, on a des gens qui ont fait la synchro actif-passif ou actif-actif. Donc, si vous êtes DBA et vous savez ce que c'est que l'actif-actif, que ça peut être compliqué. Donc, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. On fait ça quasiment depuis le début, depuis 2013, je crois. Et on a des gens qui ont des architectures en ring assez amusantes où t'as deux clusters opérationnels pour disaster recovery qui sont en actif-actif. Puis en dessous, t'as les clusters qui sont dédiés à l'analytics, donc ça te fait 4 clusters. Puis ensuite, t'as des clusters qui sont dédiés au backup ou à d'autres services. Voilà, et tout ceci se cause. Et ça, c'est sur une géographie particulière, parce qu'évidemment, tu as 3 géographies, parce que tu as Ouais. Amérique, Europe et Asie. Et donc voilà, on peut faire des choses un petit peu amusantes comme ça. C'est pas un use case idéal, mais c'est pas loin. L'idée, c'est d'être toujours au plus proche du client, tout en D'accord. gardant une capacité de cohérence de la donnée, tout en gardant une forme d'acidité, tout en gardant un côté distribué aussi. Et moi qui suis relativement profane dans toutes ces data platforms, si je dois dessiner un paysage de tout ça, donc je peux mettre Databricks, je peux mettre Couchbase, je peux mettre Firestore, c'est pas Base, je peux mettre Snowflake peut-être. Bah, tu peux mettre ce que tu veux. Moi, je suis pas contrariant, hein. C'est moi Nous, qui fais on la a une matière. DB, voilà, nous, on marche on-prem, on marche dans le cloud, tu Ouais, peux le déployer globalement où tu veux, at the edge, parce que cache-based light, donc tu vois, en termes de topologie, on peut aller partout. ouais. Et après, en termes de se plugger à qui, à quoi, il
XDCR repose en fait sur un machin qui s'appelle DCP. DCP, c'est le Database Change Protocol. En gros, c'est notre petit Kafka en interne, notre truc de streaming à nous. Tu peux faire du change data capture avec, tu peux tout rejouer de manière ordonnée. Ça veut dire que tu peux envoyer toute cette donnée ailleurs et récupérer la donnée d'ailleurs. Donc, tu peux globalement plugger à du Elastic, à du Kafka, à du Rabbit. Enfin, à partir du moment où tu te plugger avec du Kafka, de toute façon, tu peux le plugger avec la terre entière. Donc, voilà. Yes. Ok. Je te remercie. Monsieur Blin, je suppose que vous avez encore des questions? Ah, moi, j'ai entendu parler en début d'émission subrepticement, ouais, je connais des mots, que il fut question, ou il est encore été toujours question, j'ai pas fini l'école, que il y avait un truc qui s'appelle la marmotte masquée, hein, je crois. Ouais, Euh, alors euh, c'est un groupement économique, puisque au-dessus de la vente masquée, il y a l'entreprise qui s'appelle Action contre la soif, parce que on s'est dit que c'était un bon nom en termes de marketing. Les gens s'en plutôt, rappellent. ouais. Action contre la soif, en fait, on a monté ça avec des copains, et c'est une boîte qui distribue globalement aux caves et aux restaurants en région parisienne et à Paris. Des produits divers et variés. Il y a du vin, il y a de la bière, et il y a des sans d'alcool aussi. Moi, j'essaie de forcer un peu pour qu'on ait plus de soft parce que c'est important aussi. Euh, et notamment les bières d'une brasserie qui s'appelle la Maraude Masquée, qui est donc le truc original qu'on a monté il y a quelques années. Et pour payer les travaux, parce qu'en fait, on a quand même acheté une vieille grange toute moisie qu'il a fallu retaper en entier. Moi, j'avais mon job de tech, hein, et mon autre pote qui est vraiment porteur sur le projet, du coup, lui a commencé par être agent de vigneron, parce qu'il était caviste avant. Et petit à petit, ça s'est transformé en une boîte complète qui s'appelle Action contre la soif, et qui, par exemple, avait vendu à Devox France le vin blanc que vous avez bu au Meet and Greet et la bière qui avait sur le stand Catchbase. Et la bière qui était donc la Marmotte Masquée, brasserie qui se trouve à Saint-Pierre-de-Chartreuse, à côté de Grenoble, sur un GR dont j'ai oublié le numéro. On a des voisins top chouettes qui font des brebis et qui ont donc du yaourt et du fromage en plus dans la même, même petite vallée qui s'appelle les Michalets. C'est un lieu dit très sympathique. Je vous invite à nous rendre visite. On change de recette à chaque fois. C'est des brassins éphémères. On a un point commun entre toutes ces bières, c'est que nous, on n'aime pas trop l'alcool et on n'aime pas trop le sucre. Donc, c'est des bières très sèches à des degrés Légère. dans 3, 4, 5. Tu vois, nous, on aime la bière parce que la bière, ça se bascule. Voilà, c'est ça l'idée. On n'aime pas Ouais. les trucs un peu épais, un peu lourds. On le fait de temps en temps parce qu'on a fait quand même 130 maintenant, je crois. Moi, je n'aime pas la bière belge, Et sur hein. les 130, non, pas trop, non. Non, c'est pas. Alors, ça dépend lesquels, hein. La Belgique, c'est grand. Le nord de la France, c'est grand. Les bières tradies d'abbaye, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, Cantillon, c'est pas mal. Donc c'est les lagers, là. On appelle ça des lagers, non, les bières ultra légères, je sais même plus. En Allemagne. Les lagers, c'est des bières de fermentation basse. Bah, on peut refaire un épisode entier là-dessus si vous voulez, mais les bières de fermentation basse, donc c'est des trucs effectivement plutôt légers, très céréaliers, c'est pas trop de houblon, donc c'est pas trop la mode en ce moment. Alors, en ce moment, la mode c'est plus de charger en houblon pour des trucs très aromatiques, très amers, type les IPA, les NEPA, les choses comme ça. Ok. Moi, ça m'intéresse. Alors moi, je bois pas d'alcool, si je veux savoir, mais je suis un grand dégusteur de bière belge. Le truc, c'est que j'ai vu récemment un documentaire sur Nota Bene, je sais pas si tu connais la chaîne YouTube, Ouais, qui parle de l'historique de la bière. Il y a une mouche qui m'embête. Qui parle de l'historique de la bière et absolument. expliquait que justement les brasseries, elles ont décliné à un rythme Elles ont catastrophique, disparu. Elles sont quasiment disparues. disparu. Ouais. 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 Jusqu'à ce qu'il y ait un mouvement un petit peu aux États-Unis qui, il y a des gens qui ont remarqué qu'ils pouvaient faire leur bière chez eux, et ensuite Ouais, ça le a Brassam, réaugmenté. ouais, carrément. Ouais. Et on retrouve encore ce que tu t'expliquais tout à l'heure, le côté art, artisanat, faire les Mm. choses Mm. bien, propres, et pas forcément à un rythme industriel. Euh, Quand tu fais ce genre de projet, tu as l'impression de couper par rapport à ton travail, on va dire, de base. Je sais pas si tu devrais dire ça, on va dire ton activité Non, principale peut-être. Ou c'est une non. continuité.
Non, j'ai pas l'impression. C'est un truc différent. Moi, c'est un truc qui me faisait marrer, que j'avais envie de faire. Fallait que ça existe. Je filais un coup de main à des potes pour qu'on fasse quelque chose de cool, de chouette, dans laquelle je me retrouve aussi, dans les valeurs que j'ai. Tu vois. Donc, on est certifié bio, essaie de faire des trucs propres, on essaie de pas importer du houblon de l'autre bout du monde. Tu vois, le houblon néo-zélandais, l'empreinte carbone est chère. Un pic, On ouais. le fait plus. Voilà, c'est pas. T'as d'autres trucs un peu différents. Souvent, t'as des gens qui font du malt fumé à la tourbe. La tourbe, c'est pas une ressource inépuisable. La tourbe, il faut des milliers d'années pour que ça se forme. Alors brûler de la tourbe pour avoir un petit whisky sympa ou une petite bière sympa, c'est pas ouf quoi. Donc on essaie de faire ça, de le faire bien. Et moi c'est ça qui me plaisait, c'était de faire des trucs avec des copains, de le faire bien. Mais c'est complètement décorrélé de mon taf et tu vois, on a fait 130 brassins, j'ai dû en faire 3. En vrai, il me voit jamais. Tu vois. Donc c'est un Ouais. truc, ça m'a fait plaisir. C'est un des avantages de faire ce métier-là, c'est que on peut gagner suffisamment d'argent aussi pour faire des trucs comme ça. Et enfin, j'ai pu gagner dans ma carrière suffisamment d'argent pour faire des trucs comme ça. Et je suis pas le seul. Hein. Il y a d'autres gens qui sont de l'informatique et qui ont fait des brasseries aussi. Il y en a plusieurs. Je sais pas les outer comme ça, mais je sais il y en a au moins 2 ou 3. Et t'en as même qui ont fait du soft pour gérer des brasseries amateurs aussi. Donc on a un espèce de RP pour gérer des brasseries amateurs. Donc eux, pour le coup, ça a bien mixé les deux. Donc moi, ça a toujours été un truc, un projet de copain, Ok. plus qu'autre chose. Question strictement rien à voir avec la tech, le pro et quoi que ce soit, mais une bière sans alcool, c'est une hérésie ou pas? Non, c'est super. Il faut plus de choses comme ça. Ah, ok. Bah c'est cool, Anthony, non, Mais trouve pas, enfin, va falloir y aller, hein. c'est comme d'hab. Tu vois, les bières sans alcool, la plupart elles sont indus. C'est dommage, ça fait chier. J'ai pas Et envie de ouais, boire une bière indus. exactement. Donc c'est bien que d'autres brasseries s'y mettent et fassent des bières sans alcool propres. Et ça commence. Il y a des marques chouettes. Il y a Brûlot, il y a Athletic Brewing. Non, il y a vraiment, il commence à y avoir du choix. Ça commence à être très bon. Après, il y a du 0,0 et du 0,5. Et ce qui pose des vraies questions. Hein. Tu vois, 0,5, c'est pour des mecs comme moi. Moi, je m'en fous, 0 ou 0,5. Je bois de l'alcool de toute façon. Par contre, t'as des gens, il faut que ce soit 0,0 parce que eux, ils boivent pas d'alcool. Et ça, c'est Mhm. important. C'est bien qu'il y en ait qui se... Mais par contre, du coup, il n'y a pas de fermentation. Du coup, comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu désalcoolises, qui est un processus qui est plutôt industriel? Comment est-ce que là, tu vois, ça pose des questions intéressantes. Mais c'est bien que les gens s'y penchent parce que c'est bien d'être plus inclusif sur ces trucs-là aussi. Ouais, c'est cool. Clairement, moi, je sais qu'au Cameroun, il y a soit la grande série Guinness de 1 litre, soit la Malta qui est en fait un panaché au final de 33. Donc, entre les deux, il n'y a rien. Vous oubliez tout Ouais, ce qui peut exister en Europe. ouais, Ce c'est qui fait clair. que... Plus de diversité dans ces trucs-là, c'est chouette. C'est pas d'avoir plus de monde. Moi, j'essaie de me battre aussi sur des softs intéressants, parce que la bière, c'est sans alcool, c'est cool, mais on pourrait faire d'autres trucs, tu vois. Moi, j'ai un copain qui développe des cafés froids, qui développe des ginger ale, qui développe des trucs comme ça, mais à petite échelle, bon, propre, pas indus. Et ça fait plaisir. C'est bien. Ça va arriver, je pense, de plus en plus. Ouais. Ouais, je J'espère. pense qu'il y a une question aussi d'éducation du public, hein. Alors Ouais. ça peut paraître arrogant ce que je dis, Et mais pas du. il y a aussi la démocratisation des machines par les Chinois qui aide. Euh, Quand tu peux Ouais, t'acheter une machine pour faire X ou Y tâches et que d'un coup tu peux passer, je sais pas, par exemple, disons faire des glaces. Soit tu fais un bol de glace et ça te prend 6 heures, soit tu prends une machine et elle bien travaille sûr. pendant 1 heure et elle te fait 18 bols de glace. Alors nous, on embouteille toujours à la main, hein, voilà, hein, comme des plaisantes, quoi. Mais bon, c'est bien que ça existe, quoi. C'est bien que ça existe. Et effectivement, ça rend ces choses-là plus accessibles, c'est sûr. Enfin, moi, je pense que le facteur temps, il joue sur la qualité. Le fait qu'on prenne du temps, qu'on patine, qu'on polisse les choses, des trucs comme ça, souvent, ça joue sur la qualité. Mais ma question, ah, vas-y, peut-être que tu voulais dire quelque chose. Ouais, non, je sais pas. Tu sais, des fois, le facteur temps, c'est aussi un facteur pénibilité. Et tu vois, quand il faut que je dédrèche les cuves à la main, ça me gonfle. Il y a du matos mieux qui le fait à ma place. Donc là, en gros, dédrescher une cuve, ça veut dire en gros, tu prends une cuve, tu prends une cuve de laiterie, donc c'est un truc qui fait, je sais pas, 300, 400 litres. Mhm. Et quand tu fais de la bière, en gros, tu fais une tisane de malt.
tu fous de la flotte et du mal. Donc à la fin, tu as un Ouais. gros truc compact, il faut que tu le peltes à la main, et ça prend du temps. Ouais, c'est pas du temps qui apporte Bon, grand-chose bien sûr. de Il y a des trucs manière qu'on peut se générale. passer, bien sûr. Et si on pouvait pas le faire, ce serait pas mal. Mais on a des copains qui nous filent un coup de main de temps en temps, notamment l'élevage de cochons bio à côté, parce que du coup, c'est aussi un truc dont raffolent les animaux, et c'est pour ça qu'on a passé l'assertif, en fait. C'est pour pouvoir, tu vois, Exporter des déchets. faire un truc bien, quoi. On lui donne L'écosystème. c'est ça. On lui file parce que de toute façon, c'est du déchet pour nous, puis elle, ça lui évite d'acheter trop de trucs, et puis en plus, c'est bien pour eux, quoi. C'est bien pour le cochon. Donc, c'est cool. C'est vertueux. Et justement, la question, enfin, mon idée originale par rapport à tout ça, outre les, euh, les débats liés à la bière, c'est est-ce que quand tu fais ce genre d'activité, enfin, moi, j'ai tendance à penser que mes activités extra-professionnelles, qui sont pour beaucoup du sport, elles impactent énormément ma façon de travailler, ma discipline, mon organisation, etc. Est-ce que ça t'a appris à travailler autrement, mieux, différemment, moins bien, ou pas du tout? Ça n'a rien changé du tout. Ce qui est marrant, c'est plus l'inverse. Tu vois, Action contre la soif, par exemple, c'est pas des informaticiens, mais on est informatisé comme tout le monde. Donc, on a un ERP de merde qui s'appelle, je vais pas dire comment il s'appelle parce que c'est méchant, mais qui est open source et qui dedans a les identifiants de la DB hardcodés. Hein. Donc, tu vois, si tu veux te brancher sur ce ERP, en gros, tu chopes le Postgres, tu fais Postgres et tu rentres. Alors, c'est open bar. Donc, il a fallu que je colle un VPN dans ce truc-là. Donc, il a fallu que je m'intéresse un peu à toute la partie informatique de cette boîte-là. Et petit à petit, je me suis mis à développer ce que j'appelle des scripts de productivité, puisque, tu vois, le matin, il devait ouvrir 15 PDF et imprimer les 15 PDF. Bon, moi, j'aurais fait un Mmh. script, il imprimait un PDF, et puis hop, là, je leur ai fait gagner 1 heure dans leur journée, une demi-heure avec cette connerie-là, et ça m'a pris 2 heures ou une demi-journée, quoi. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que ça a permis d'influencer les autres et ce qu'on fait, ce qui est assez amusant. Après, moi, personnellement, non, j'ai pas de. Est-ce que mes activités extra-scolaires influencent mon taf? Pas particulièrement. Je crois pas. Là, comme ça, je j'ai pas d'exemple. Ok. J'essaie justement d'être désinfluencer le plus possible. Le travail, c'est le travail. Voilà, le reste, c'est bien d'avoir une belle Moi, je coupure. dirais que mes activités extrascolaires, pour reprendre le mot, elles influent dans le sens où elles ont plus d'importance quelque part que mon activité professionnelle. Donc, si dans 1 heure, il faut que j'aille au karaté, le Word que je suis en train de faire, il attendra en fait. Il va attendre. Ah, Donc, après, Ouais, ouais, non, ça, c'est bien aussi. Je suis assez d'accord avec ça. c'est pas une influence directe, c'est l'indirect qui fait que oui, de toute façon, ça a une influence, mais pas directe, quoi. Mm. Ok. Ouais, non, mais ça a une influence sur comment je gère ma journée, mais pas forcément sur ma façon de travailler, c'est sûr. Le remote a une influence sur comment je gère ma journée, mais pas sur ma façon de travailler. C'est vrai. Il peut être lié, effectivement, mais Ouais, non, si, ouais. J'ai l'impression que moi aussi. Et ça t'a laissé bien perplexe, Jérôme. Ouais, non, j'essaie de réfléchir. Non, moi, je vois parce que le sport, ça m'a vraiment apporté la discipline, en fait. Et donc, je me Ouais. dis tu vois, où l'esprit de compatibilité qu'on a souvent en indé. Quand on est freelance, etc., ou entrepreneur, etc., et si t'as pas l'esprit de compatibilité, tu vas pas durer longtemps, je ouais. pense. Mais en même temps, il y a d'autres trucs. Ouais, la gestion du temps en tant que, bah, moi, je fais enfin là, je fais remote de chez remote, hein. Je veux dire, on peut pas faire plus remote. Bah, si, Laurent, Anthony aussi. Dès qu'on n'est pas en France et qu'on n'est pas sur Paris ou des trucs comme ça, on est remote de la muerte. Bah là, je suis à Donc, Berlin, là, par exemple, tu vois. en Là, je suis à Pologne. Non, Berlin, à Berlin, il y avait We Are Developer la semaine dernière, donc j'en ai profité pour rester un peu. ouais. C'est chouette, c'est chouette. Ça fait partie des perks de ce métier-là aussi, d'Evrel, de pouvoir se promener, d'aller voir des gens et, tu vois, en fait, en réalité, moi, c'est ça, c'est l'inverse, moi. C'est vraiment ma façon de vivre qui a influencé mon taf et qui m'a aidé à construire ce taf-là. Ouais, c'est Tu vois, cool quand c'est comme ça. aimer voyager, aimer me promener, aller parler à des gens. Ouais, je le fais dans la vie hors pro et je le fais pro aussi. Moi, j'aime bien aller parler à des gens. Tu vois, on va dépasser l'heure sur ce podcast parce que je suis un moulin à parole, tu vois, par exemple. Enfin, je sais pas depuis combien de temps on parle, Ouais, mais c'est ton C'est caractère bizarre pour un naturel qui informaticien. fait. Ouais.
Je sais pas, c'est mon, ouais, si, probablement, ouais. Ouais, bah, j'aime bien quand c'est un échange, j'aime bien parler aux gens. Alors j'aime bien m'entendre parler aussi manifestement parce que je fais ce métier-là et on va pas se mentir. Hein. Les gens qui font ce métier-là, t'es pas sur scène pour rien, quoi. Ça fait partie du truc. Euh, Après, je pense que t'as différentes approches sur ces trucs-là, mais ça pourrait être un énième podcast. Mais moi, je pense qu'il y a deux types de speakers. Il y a les profs et puis il y a les gens qui préparent et qui sont vraiment beaucoup plus pro que moi. Moi, je suis pas très pro comme speaker. J'ai vraiment une approche très Insta. prof, très pas forcément à l'instinct, mais en gros, je vais poncer un sujet, puis ensuite, je vais me sentir suffisamment en confiance pour aller en parler à des gens. Et t'as des gens qui font des présentations millimétrées et c'est super et c'est une expérience de ouf. Et moi, je suis incapable de faire ça. Incapable. Ouais, Ça dépend. encore une fois, ça dépend du caractère et du comportement. C'est comme il n'y a pas de la recette de l'entrepreneur, etc. On dit ah non, la recette, ça faut que tu passes par ça, que tu fasses ça, etc. Mais en fait, moi, je pense que ça dépend d'abord de notre façon d'aborder la chose, notre côté analytique, et puis après la faculté d'adaptation par rapport à ce qu'on est. Et donc voilà, il n'y a pas encore une fois de recette miracle, je pense. Enfin, ça dépend des métiers, bien sûr, mais voilà. C'est bien, Yes. tu restes moins perplexe cette fois-ci, Jérôme. Je vais essayer de rester, ouais, non, je m'entraîne sur ma perplexité. Je, je diminue la latence, justement. Exactement. Bah, ça fait un petit bout de temps qu'on parle. Moi, j'aurais juste quelques questions avant de te libérer de ton précieux Bien temps sûr. Ah, non, c'est la fin de ma journée, tu peux y aller. Là, j'ai annulé tous mes trucs avec les Américains, c'est bon. Je suis à Berlin, je vais aller boire des bières après. Parfait. Alors, la première. La recherche et le développement, c'est important. Je fais de la R&D pour R&D. la Maroc. Exactement, Ouais, exactement. Et surtout à rechercher le R&D à l'extérieur, comme ça tu peux revenir et importer les techniques de terres effectivement. étrangères. Et donc la première question que j'avais, c'était à propos de cas d'utilisation. Est-ce que tu as des cas d'utilisation notables de CoachDB dont tu pourrais nous parler, qui soit sont représentatifs de ce que CoachDB a pu ramener à l'utilisateur, soit représentent une grosse partie de ce que les gens font, enfin, Alors, quel CatchDB, je exemple? sais pas. CatchBase, je peux Oh te dire. putain, ça fait mauvais. Ah, je suis Non, mauvais, mais excuse-moi. t'inquiète, ça arrive souvent. Je sais pas. Est-ce que tu te connectes à l'Apple Store, par exemple? Oui, 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 tout à Ça fait. t'arrive? Bon, voilà, c'est Couchbase. Donc ça fait un gros user session store. Tu vois, il y a quand même pas mal de sessions. Ouais, ouais. Est-ce que tu utilises LinkedIn? Des fois. Là, on s'est parlé avant sur LinkedIn. LinkedIn, s'il y a 10 millions de requêtes par seconde et plus de 800 millions d'utilisateurs, ça c'est chez Couchbase, par exemple. Ok, Le truc sympa. Est-ce que tu réserves des billets de train, des billets d'avion, des choses comme ça, des chambres d'hôtel, tout ça. Nous, tout à fait. on a le top tier travel, donc on a Amadeus, Top Travel et Sabre, qui sont les gros Ok. back-end de la plupart des agences de vente de. L'important, c'est la latence, tout ça, quoi. Donc, c'est des use cases qui sont orientés très performance, très scalabilité, très cash. Mhm. Vraiment, on est vraiment très, très bon là-dessus. Euh, on a des use cases un peu plus rigolos, qui sont plutôt sur le partie mobile ou sur la partie déconnectée, on a pas mal de boîtes qui font des bateaux ou des avions en mode déconnecté. Donc, on a des expériences sympas parce que ce que j'ai pas dit, c'est que notre petite base locale fait de la réplication en peer-to-peer aussi, donc c'est assez amusant. Donc, Ok, tu peux avoir une flotte de devices interconnectés sur un bateau qui sont connectés exactement. ensuite au cluster cube, au cluster Couchbase qui était déployé avec l'opérateur cube, qui quand il rentre au port se resynchronise avec le cluster D'accord. cloud. Donc c'est là des trucs un peu sympas. On a pas Ouais. mal de use cases comme ça de synchro parce qu'on fait de l'actif-actif propre. On fait de l'hybride aussi un peu dans le multi-cloud. C'est intéressant. Je sais pas si tu vois beaucoup de multi-cloud. Le frein en multi-cloud, c'est plus le prix que la techno en vrai. Mais Mm. on a un peu d'hybride sur ces trucs-là. Qui donnent des choses assez intéressantes. Qu'est-ce qu'on a? On a Revolut, on a Walmart, on a, je sais pas, Nice. PayPal, Tesco, Ericsson. En France, on a Doctolib, on a la Banque Postale, on a des choses marrantes. Amadeus, donc, qui est un des plus gros back-ends pour la réservation de trains, Mm. d'avions, etc. On a du Marriott, on a du Comcast, on a Skype TV, on a Electronic Arts, je sais pas, je t'en sors plein, mais pas forcément beaucoup de. Que des petits clients, quoi. Bah, Des petits ouais, clients, ouais. On a du pas mal de petit. PME, quoi. Donc non, c'est les use cases, c'est vraiment tout ce qui est replatforming quand
data sprawl. Le data sprawl, c'est quand tu as vraiment trop de DB, trop de trucs partout. Bon, bah, c'est quand même plus simple d'avoir un seul machin avec un seul SDK qu'en apprendre plein et de les faire interagir entre eux. Donc ça, c'est un des gros use cases qu'on a. Euh, les use cases perf et puis les use cases de synchro, effectivement, mobile ou entre cloud. D'accord, d'accord. Bah, j'allais te poser une question sur la roadmap, mais à la roadmap, tu nous as déjà donné une bonne partie Ouais, une partie. tout à l'heure des choses que vous comptiez faire, que vous étiez en train de faire. Ouais. Du coup, ma question, ce serait plutôt sur quelle est la pointe d'innovation que Couchbase va amener sur les années à venir. Alors ça, je peux pas en parler. Est-ce que ça va finir dans un brevet? Forcément. Peut-être, peut-être pas. Hein. Si vous voulez voir un peu les trucs rigolos qu'on fait, il y a notre nouveau système de stockage s'appelle Magma. Donc vous tapez Couchbase Magma PDF, vous allez peut-être tomber sur le papier qu'on a publié qui est plutôt facile à lire. Moi, j'enchaîne pas les papiers de recherche, mais celui-là il est plutôt facile à lire et qui explique la nouvelle structure de stockage qu'on a mis dans Magma. Euh, côté feature et roadmap, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que la plateformisation du secteur fait que globalement, à un moment donné, tout le monde se retrouve à avoir le même jeu de features. Donc, même si c'est secret, au final, tout le monde va faire tout le monde a la même roadmap à la fin. Tu vois. Mm. Donc, si tu as une stratégie incrémentale, après, quelle est la stratégie plus transformative? Bon, bah, ça, c'est du qu'on n'a pas le droit de dire. Yes, yes, yes. Et une petite dernière question aussi. Tu me disais tout à l'heure que Couchbase était une entreprise publique, publique en bourse. Côté en bourse, Euh, absolument. Vous êtes Publicly traded. en série A, série B, série C, série Z? Ouh là là, faut aller voir sur Crunchbase. EUF, je crois, peut-être F d'ailleurs. Mm. Je sais pas, on va Ok. regarder. De toute façon, on tape Crunchbase, Ouais, Couchbase, Couchbase. Crunchbase, Couchbase. Mais qu'est-ce Et que vous ça veut saurez dire tout. tout ça? Moi, je connais pas, moi. Combien Ça de veut fois dire est-ce qu'on a levé de l'argent? Combien de fois est-ce exactement. qu'on a dilué le capital de l'entreprise pour avoir plus de cash? Nous sommes en série G. Dear Waouh! Lord. Vous êtes bien établi, quoi. Waouh! Ah oui, c'est ça. Moi, j'étais parti à la F et j'étais surpris qu'ils refassent une G derrière. Waouh, waouh, waouh. C'est une boîte qui a 10 ans, tu vois, et ouais, je sais pas combien sont les autres. On va les regarder vite fait, mais plop, 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 plop. Bah, en vrai, si je prends par exemple quelque chose, c'est pas directement comparable. Non, ça c'est absolument pas comparable. J'allais dire Redis, mais Redis, non, c'est pas comparable puisque. Bah non, en fait, Ouais. Redis, c'est un projet open source avec plein de forks, avec de plus en plus de forks, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Et c'est une société qui s'appelle Redis Labs, qui, pour le coup, c'est intéressant pour vous, vient du cloud. À la base, c'était un des fournisseurs de cloud de DBaaS, de database de services, Mhm. qui a fait ça, qui s'appelle Redis Labs, et qui, du coup, s'est Mm. transformé en Redis. Euh, bah, je dis, les seuls à comparer, entre guillemets, c'est Mongo Elastic. Et encore, Ouais. à Ouais. comparer, c'est compliqué parce qu'ils ont une empreinte en termes d'utilisateurs, une quantité de contrats, de business vraiment, vraiment, vraiment différente. Là, nous, on est vraiment sur les use cases, performance, scalabilité, les gros contrats. Eux, ils ont Ouais. beaucoup plus de clients, ils ont des grands contrats, ils ont des moins gros, ils en ont beaucoup, beaucoup. Ok. Ok, ok. Bah, Mongo, il s'était moi, arrêté à F, tu vois. un F. Ouais, Mongo s'était arrêté à F, ils ont dû faire après. Mm, quand même. Euh, ok. Bah, moi, de mon côté, j'ai plus beaucoup d'autres questions. J'en ai encore quelques-unes, mais je sens qu'on va durer 2 heures et demie si je commence à sortir mes questions. Jérôme, lui, je ne sais pas pour toi, mais je ne te permets pas de poser d'autres questions. Je vais me tais. Et, et puis, comme nous sommes à la fin et que ça fait un petit bout de temps qu'on parle déjà, à toi, audio téléspectateur, je te donne tous mes compliments. Je te remercie vraiment d'être resté jusque-là parce que ça a duré très longtemps. J'espère que tu es amateur de bière ou de boissons sans alcool à fermentation, peut-être, parce que la discussion était très riche, on allait bien au-delà de l'informatique. Et bah, pour ma part, je trouvais ça intéressant. Et si toi-même tu trouves ça intéressant, bah, n'hésite
Voilà, nous lâcher un like, un je m'abonne, un commentaire, à venir De me l'argent chercher sur les aussi. réseaux sociaux pour dire Anthony, c'était cool, et patati et patata. Pardon, Jérôme? Non, j'ai essayé de crier envoyer de l'argent. Ça peut passer sur un malentendu, Oui, on sait jamais. j'ai ouvert un Tipeee si vous voulez venir nous filer de l'oseille tous les mois. Venez donner sur Les le gars, Tipeee. la mendicité, c'est sur Twitch normalement, hein. Alors, on va faire une chaîne Ceci. Twitch directe. Alors, on va faire une chaîne Twitch sur laquelle vous pourrez aller sur notre Tipeee. Ok? Donc, retenez bien. Mais blague à part, juste non, si vous pouvez mettre un petit abonnement, un petit like, ça nous aide à progresser, à savoir si vous avez apprécié. Et également, dites-nous si vous avez apprécié le sujet, si vous avez des sujets en tête, si vous avez des gens qui voudraient participer au podcast et qu'on dit des choses aussi intéressantes que Laurent à nous dire. N'hésitez pas à nous les rediriger. On les traitera avec soin, il n'y a aucun souci. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne journée à toi, Jérôme. Une bonne journée à toi Bonne aussi, Laurent. journée. Merci.